Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, tous mes amis, partout. Alors, vous êtes déjà dans le monde entier. David Abassia avec vous. Comme d'habitude, dernier samedi de mois d'octobre, de septembre, nous sommes, n'est-ce pas, le 25 septembre 2010. Et le temps passe vite. Et j'espère que l'été, c'était bien. Le plus important, c'est la santé. C'est la santé. Notre émission est en direct et je suis avec vous, comme d'habitude. Et j'ai comme invité ce soir un ami, Rémi Eufray. Rémi est un syndicaliste, n'est-ce pas, est avec nous dans les studios. On va essayer son microphone pour voir si tout va bien. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Très très bien. Alors, très content de te recevoir dans notre studio. Très heureux d'être avec toi et avec la radio ici et maintenant, 95.2. Merci. Que tu le connaissais, la radio, mais ça faisait longtemps qu'on voulait faire une émission ensemble, mon cher Rémi, mais je suis très ravi de te recevoir ce soir et je suis sûr et certain qu'on va faire une émission formidable. Alors Rémi, il est syndicaliste et on va parler de ton métier. Enfin, je sais que tu es un défendeur des travailleurs et je vois chaque fois quand tu te présentes dans n'importe quel endroit et qu'on fait des débats, tu es très sensible et, ton cœur toujours frappe pour la justice, pour les travailleurs, pour l'égalité et liberté, fraternité, pourquoi pas. Et moi toujours, j'étais ravi quand je t'écoutais. Même tu as participé dans plusieurs colloques à ce sujet. De tout ça, on va parler ce soir. Après une petite musique, n'est-ce pas, Rémi? On va revenir, commencer à parler d'abord de toi, c'est qui, Rémi Offray, et après, de tout ce qui peut nous emporter ce soir, pour nous et pour la radio ici maintenant, et nos amis qui nous écoutent partout dans le monde, sur 95.2 FM radio ici et maintenant, et sur l'Internet, partout dans le monde, ici et maintenant.info. Et bien sûr sur Facebook, si vous allez sur la page de David Abassi, vous pouvez nous avoir aussi en direct sur Facebook. Voilà.
mes chers amis, vous écoutez Radio Ici Maintenant sur 95 de FM, bien sûr sur l'internet ici et maintenant.info. Dans le monde entier, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Comme je viens de vous informer, Rémi Offray est mon invité ce soir, syndicaliste. On est ensemble dans le studio. Ce samedi 25 septembre 2010, il est 11h12, presque 13 minutes. Alors Rémi, beaucoup de manifestations récemment en France. Oui, effectivement, beaucoup de manifestations parce que en France, comme les auditrices et auditeurs français l'ont bien entendu, c'est le moment de ce que le gouvernement appelle la réforme des retraites. Alors que se passe-t-il en France et que faudrait-il dire pour nos auditrices et auditeurs étrangers? Le gouvernement français prévoit de repousser l'âge légal pour prendre sa retraite entre 60, on la repousserait de l'âge de 60 ans à 62, voire jusqu'à 67 ans. Ça pose un problème de fond, notamment pour les personnes qui ont commencé à travailler très jeunes, en général du monde ouvrier, et puis surtout les femmes qui ont connu des carrières plus ou moins en dents de scie et qui n'ont jamais cotisé plus de 25 ou 30 ans et qui arrivent à l'âge qui vont arriver demain à l'âge de 65 ou 67 ans dans des conditions particulièrement pénibles. Et en tant que syndicaliste, l'ensemble des organisations syndicales françaises considèrent qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de maintenir l'âge légal à 60 ans, donc il n'y a pas besoin d'une réforme qui repousse cet âge légal. Il y a des possibilités de financement. Et cette réforme est particulièrement injuste, je vous le disais, par rapport aux ouvriers qui ont commencé à travailler très jeunes et aux femmes. Alors, avant tout, Rémi, j'aimerais bien que mes auditeurs te connaissent, n'est-ce pas? J'aimerais bien que tu parles de toi. C'est quoi? Et toi qui? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, d'abord, pour illustrer mon propos, je voudrais vous dire que je viens d'une région du centre de la France. Je suis né à Nevers, mais j'ai beaucoup vécu dans le Massif central. Et devant vous, j'ai un morceau de Saint-Nectaire-Fermier. Ouais. Le Saint-Nectaire-Fermier, ça a été peut-être ma première prise de conscience internationaliste. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'à la fin des années 80, au tout début des années 90, au niveau de l'Union européenne, de ce qu'on appelait le marché commun, il y avait une tentative des fromagers hollandais pour faire en sorte que le fromage au lait cru n'existe plus. Pourquoi? Pour des raisons sanitaires. Et en fin de compte, c'est grâce à l'appel à la raison de nos parlementaires européens, des différents ministres dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs qui fabriquent des fromages au lait cru, qu'on a pu maintenir la tradition culinaire auvergnate comme dans d'autres régions de France. Et pour nous, le fromage en France, c'est quand même une question culturelle. Ça a été ma première prise de conscience réellement européenne. On va le manger tout à l'heure, non? On va le manger tout à l'heure. J'ai déjà commencé d'ailleurs à en manger un petit morceau. Mais pour vous dire que pour parler de soi, il faut d'abord savoir d'où l'on vient et reconnaître d'où l'on vient. Moi, je suis né donc dans le centre de la France, de parents ouvriers. Mon père est devenu cadre ensuite dans les chemins de fer. Je suis un vrai enfant de cheminot et je suis devenu moi-même. Je suis rentré à 16 ans à la SNCF. À 16 ans? À 16 ans. Quand tu parlais concernant les gens qui ont commencé tôt, ça te concerne. Et ça me concerne. Et toi, à quel âge aujourd'hui, Rémi? Ça me concerne directement et aujourd'hui, j'ai 44 ans. 44 ans, oui. Donc, vous voyez que ça fait quand même déjà une longue carrière dans l'entreprise publique ferroviaire française, la SNCF. Et donc, je suis rentré très jeune et j'ai eu à la fois beaucoup d'activités associatives, des activités politiques, puisque je me suis engagé chez les radicaux de gauche, puis plus tard au Parti socialiste. Et le syndicalisme, c'est venu un peu plus tard, c'est venu vers l'âge de 22-23 ans, lorsque j'ai découvert, en fin de compte, j'ai mis un peu de temps, j'ai mis quelques années, la dureté du monde du travail, parce que ce n'est pas parce qu'on travaille dans une entreprise publique que le patron est forcément sympathique avec vous. L'entreprise publique, c'est certes un statut, c'est une relative protection, mais les relations dans le travail peuvent toujours être à un moment donné assez conflictuelles, comme dans n'importe quelle entreprise, qu'elle soit privée ou publique. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'engager dans le syndicalisme. C'est-à-dire, ça fait 28 ans que tu travailles. Alors, pour aller en retraite, tu dois encore travailler presque 20 ans, non? C'est ça? C'est à peu près ça. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale, d'autant plus que sur la retraite, puisque tu veux parler du sujet tout de suite, il faut savoir que tous les 40 ans, le produit, la richesse nationale, le produit intérieur brut double.
donc augmente d'environ 1,6 points, 1,6% par an, et donc double tous les 40 ans. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de démographie, parce qu'on s'imagine que c'est parce qu'il y a demain, dans 20 ans, on nous dit, le patronat, le gouvernement nous dit, il n'y aura plus qu'un retraité pour un actif. Et on nous laisse entendre que l'actif devra payer pour le retraité. Ça, c'est une formidable fumisterie, c'est une escroquerie intellectuelle, parce qu'on avait quasiment moins d'argent en 1930, lorsqu'on a créé les premières assurances sociales, les premières retraites, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on crée beaucoup plus de richesses, comme un salarié crée beaucoup plus de richesses qu'il y a 70 ans, nous avons les moyens de conserver la retraite à 60 ans. Il suffit d'augmenter un peu les cotisations patronales, ça va diminuer très légèrement les profits, et je pense qu'on pourra financer nos retraites. Alors déjà, Rémi, tu sais, sur les syndicats, surtout en France, on va parler peut-être des syndicats en Europe, les syndicats en France, déjà, il y a plusieurs syndicats avec plusieurs tendances politiques. Par exemple, CGT toujours été à l'époque des communistes, on pourrait dire très très proche de communistes, et même on parlait de temps en temps des forces ouvrières, comme quoi c'était fondé par l'argent et financement non français. Je ne sais pas, parce que tu sais, ici et maintenant, dans cette radio, nous avons l'habitude de parler des sujets tabous. C'est-à-dire, nous donnons des informations qui peut-être on ne peut pas l'entendre ailleurs. Alors, à ce sujet, je suis sûr et certain que tu es au courant. Tu peux déjà nous informer sur plusieurs sortes de syndicats qui existent en France et les tendances politiques de chacun, et s'il y avait une pousse pour la création de chacun de l'étranger, des pensées étrangères, s'il te plaît. Alors, le paysage syndical français est effectivement assez varié. Il y a une forme de ce qu'on appelle le pluralisme syndical. Parmi les grandes confédérations syndicales, il y a bien sûr la CGT. Alors la CGT, dans son histoire, ça a été la première organisation syndicale française, fondée en 1895. Et à l'époque, la CGT, ce n'était pas ni la CGT d'aujourd'hui, ni la CGT de 1950. C'était une organisation ouvrière, certes plutôt à gauche, mais qui était indépendante de tous les partis politiques. Et il y avait des débats très importants sur l'indépendance du parti politique par rapport au parti politique, ce qui fait qu'au fameux congrès d'Amiens de la CGT de 1906, les délégués de la CGT ont réaffirmé l'indépendance de l'organisation syndicale par rapport au parti. Qu'est-ce qui a causé un choc dans le mouvement syndical français? Il y a eu deux dates essentielles. La première date, c'est 1919, lorsque l'État du Vatican, par encyclique, a décidé de proposer la création du syndicalisme chrétien, avec donc la création de la Confédération française des travailleurs chrétiens. 1919, c'est la création du premier syndicat chrétien en France. Ensuite, le congrès de Tours, 1921. Bravo. Où là, il y a la scission, ce qui crée à la fois la section française de l'Internationale ouvrière, qui allait devenir le Parti socialiste beaucoup plus tard, la SFIO, et l'Internationale communiste, la troisième internationale, qui était dirigée par Lénine puis Staline, qui précisait que le syndicat devait être la courroie de transmission du parti politique. Ce qui fait que déjà, il y a une première scission syndicale en 1921 au sein de la CGT, et ceux qui sont minoritaires à cette époque-là, ce sont les communistes soutenus par Moscou, par l'internationale communiste. Et la majorité, qui continue de s'appeler CGT, elle est une majorité de syndicalistes qui veulent l'indépendance syndicale et se battent que pour les salariés, quels que soient les partis politiques au pouvoir. Et à côté se crée la CGT-U, U comme unitaire. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils s'appellent unitaires alors qu'ils sont minoritaires. Et donc, jusqu'en 1936, il y aura donc deux CGT, la CGT et la CGT-U. Il y aura une première réunification en 1936 dans le cadre du Front populaire. Il y aura ensuite une nouvelle cassure au sein de la CGT réunifiée, tout simplement en 1939. 1939. Parce que les dirigeants communistes français soutiendront la politique de Moscou. Quand vous regardez l'histoire,
et l'histoire aujourd'hui est indéniable, eh bien, il y aura une bonne compréhension des dirigeants communistes, je dis bien, parce qu'il y aura des militants communistes dès 1940 qui résisteront contre l'occupant allemand en France, mais les dirigeants communistes, avec le pacte germano-soviétique secret de 1939, le mot d'ordre de Moscou aux dirigeants communistes, à la CGT, c'est de dire, enfin à la minorité communiste de la CGT, c'est de dire non, c'est une guerre impérialiste qui ne nous concerne pas. Et il y aura une nouvelle réunification pendant la résistance au Perreux-sur-Marne, à côté, tout près de Paris, en 1943. La CGT, les responsables de la CGT indépendante et de l'ex-CGTU communiste se rapprocheront et referont une nouvelle confédération CGT. Il y aura encore une scission en 1947, parce que justement en 1947, les dirigeants communistes deviendront majoritaires au sein de la CGT et seront créés d'abord ce qu'on appelle les groupes forces ouvrières et ce qui deviendra la Confédération générale du travail force ouvrière, avec Léon Jouot, qui sera premier prix Nobel de la paix syndicaliste, bien avant Lech Walesa. Ça sera le premier prix Nobel de la paix en tant que syndicaliste, dirigeant ouvrier. Et les groupes forces ouvrières seront constitués de socialistes, de gaullistes de gauche, de francs-maçons, de laïcs, donc de gens très différents qui formeront force ouvrière. Mais il est vrai, et je crois qu'aujourd'hui c'est l'histoire qui nous l'indique, il est vrai que les groupes forces ouvrières recevront de l'argent du plan Marshall, parce que dans l'Europe libérée, eh bien, avec le rideau de fer qui tombe, les pays occidentaux recevront pour la reconstruction de l'argent du plan Marshall. Et effectivement, c'est aujourd'hui un fait qui n'est pas démenti, y compris par les historiens qui connaissent bien la CGT Force ouvrière, le syndicat Force ouvrière aujourd'hui. Il y aura des subsides, il y aura des aides financières pour la création de Force ouvrière. Mais Force ouvrière sera quand même issue, il faut être clair, d'une résistance contre la mainmise du Parti communiste français et d'Union soviétique sur le mouvement syndical français. C'est-à-dire, pour la plupart des syndicats sont gauche proche communiste, alors? Non, ça ne veut pas dire ça, parce qu'aujourd'hui, bon, alors Force ouvrière aujourd'hui est un syndicat très diversifié. Bon, de très nombreuses fédérations à Force ouvrière sont plutôt dirigées par des leaders d'obédience trotskiste, donc d'extrême gauche, mais pas communiste, puisque l'extrême gauche, nous avons, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais en France, nous avons des mouvements d'extrême gauche très diversifiés, avec différentes chapelles, on peut dire. Et il se trouve qu'à Force ouvrière, il y a eu un entrisme de l'extrême gauche, à partir essentiellement de la fin des années 70, des trotskistes de la 4e internationale, qui étaient représentés par le Parti des travailleurs et Pierre Lambert, qui est décédé il y a quelques années, qui aujourd'hui est devenu le Parti ouvrier indépendant, le POI, qui a eu son candidat d'ailleurs à la dernière élection présidentielle. Donc effectivement, une grande partie des fédérations professionnelles Force ouvrière sont aujourd'hui dirigées par des secrétaires généraux qui sont issus d'une mouvance trotskiste. Mais on ne peut pas dire que tous les militants Force ouvrière, tous les syndiqués Force ouvrière sont des trotskistes. Il y a encore quelques socialistes, de moins en moins, c'est une réalité, mais des gens qui votent à droite, des citoyens, ça rassemble bien au-delà du seul parti d'extrême gauche, puisque l'extrême gauche ne rassemble pas grand monde en termes de militantisme politique, comme tu le sais. Et à la CFDT est une scission en 64 du syndicalisme chrétien. La CFDT sera très proche du Parti socialiste, des thèses autogestionnaires développées dans les années 60, et notamment en 68 jusqu'au début des années 70. Et à côté de ça, à côté de la CGT, de Force ouvrière et de la CFDT, qui aura comme grand leader, par exemple, Edmond Maire. Ah, Edmond Maire, oui. Puis plus tard, Nicole Notat et aujourd'hui François Chérec. À côté de la CFDT, de FO, qui a été dirigé par Marc Blondel, avec qui j'ai travaillé. Donc on pourra parler de comment fonctionnait une organisation syndicale dirigée par Marc Blondel. Tu travaillais, quel était ton poste? Alors, j'étais assistant au secteur Europe et international. Bravo, c'était bien. C'est-à-dire que c'était un poste technico-politique très intéressant, puisque j'ai été amené à aller
à faire une assemblée générale de l'ONU pendant une dizaine de jours. J'ai assisté à plusieurs conférences internationales de l'Organisation internationale du travail à Genève. Et j'ai fait une multitude de déplacements puisque j'étais en charge de la veille économique et sociale et syndicale de certains pays d'Europe de l'Est et de l'Asie, donc Hong Kong, Corée du Sud, Thaïlande, avec une étude également sur la Chine, même si évidemment ces études étaient très discrètes puisque nous n'avions pas le droit officiellement de faire des études sur la Chine populaire. Comme vous le savez, le syndicalisme en Chine n'est absolument pas libre. Donc voilà à peu près quelles étaient mes fonctions, et c'était des travaux très très intéressants. J'ai visité des usines, j'ai visité des lieux de vie des salariés. Donc la mondialisation, je l'ai vue en face de moi, on peut dire. Et donc dans le monde syndical, voilà à peu près l'ensemble des organisations syndicales. Il y a également, je vous le disais, la CFTC, les chrétiens, l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, et la Confédération générale des cadres, la SCFE-CGC. Voilà. Excellent, excellent. Alors, vous écoutez Radio Ici Maintenant, nous sommes avec Rémi Offray. Restez avec nous, mes chers amis. Après une petite pause musicale, on va continuer avec... Alors, Rémi, une petite information de la part d'un de nos auditeurs concernant M. Lambert. Il est décédé quand? L'année dernière, on vient de l'apprendre. Ça s'est su il y a peu de temps, mais il est mort en 2009. Non, alors vous confondez. Monsieur, excusez-moi, vous confondez avec Hardy. Le dénommé Hardy, qui était le dirigeant officieux, mais bien réel, du parti Lutte ouvrière. Oui, il est parti, alors je crois qu'il a compris. Il y a une petite confusion. Oui. Il y a une petite confusion, effectivement, nous venons d'apprendre. D'ailleurs, ça a été indiqué par le Canard enchaîné. Cette semaine Cette semaine ou la semaine dernière, il faut que je regarde. Simplement, ils sont tombés sur l'avis de décès du véritable nom de Hardy, qui était le nom de clandestinité. Parce que à Lutte ouvrière est un tout petit parti d'extrême gauche qui vit, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de prête-noms, enfin clandestins. Ouais. C'est un parti dont certains disent qu'il a un fonctionnement sectaire, ce qui est d'ailleurs une réalité. Bon, Arlette Laguillet est l'ancienne responsable de Lutte ouvrière, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est une jeune femme, une jeune porte-parole qui l'a remplacée. Et c'est vrai que le fonctionnement du parti est très opaque, très discret, et on peut dire que c'est un parti qui vit aussi toujours avec un état d'esprit de clandestinité. Et c'est pour cela que c'était très difficile de connaître le décès de Robert Barcia, puisque Robert Barcia est le vrai nom de Hardy, qui dirigeait le petit parti Lutte ouvrière. Alors, clandestin. Alors, Pierre Lambert, lui, est décédé il y a quelques années, je ne me rappelle plus la date. Pierre Lambert, dit Pierre Boussel-Lambert, qui était candidat à plusieurs reprises aux élections présidentielles en France. Lui était un dirigeant syndicaliste à la Sécurité sociale. Je l'ai rencontré une fois. C'était, je crois, en 92 ou 84, non, 92, au moment du congrès de la Fédération Force ouvrière des cheminots, puisque j'ai été 19 ans à Force ouvrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tu n'es plus? Je n'y suis plus. Tu as changé de camp? J'ai changé d'organisation syndicale, mais j'estime que j'ai trahi personne. Ah, d'accord. C'est plutôt certains qui ont trahi leur slogan d'indépendance syndicale. Mais donc, en 92, j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Lambert lors d'une réunion de la petite commission des cheminots du Parti des travailleurs, Parti des travailleurs qui a son siège donc à Paris, là dans le 10e. C'était un homme qui avait déjà 60 ans, un peu plus de 60 ans, peut-être 65 ans. Et effectivement, c'est un homme qui intellectuellement était très brillant, théoricien d'extrême gauche, et qui nous a expliqué la mise à mal du statut de la sécurité sociale en faisant le parallèle avec le statut des cheminots de l'entreprise publique SNCF. Et il avait fait un exposé
sans papier assez brillant. Donc c'était un bon théoricien d'extrême gauche. Je ne partageais qu'une partie de ses idées, puisque ensuite, quand il s'agit de mettre en forme une certaine stratégie de combat syndical, eh bien évidemment, il était plus dans la... Tout en expliquant correctement les sujets, il était plus dans l'action protestataire, voire complice parfois avec certains ministères, que dans la véritable action réformiste pour faire changer les choses. Donc c'est pour ça que j'ai su très rapidement, alors que j'étais très jeune, quand même prendre du recul par rapport à ce qu'il disait. Mais une bonne explication quand même du statut des personnels qui ont des conditions de travail particulières et surtout des conditions juridiques, comme les agents de la Sécu ont une convention collective particulière, comme les cheminots ont un statut particulier, comme les agents d'EDF avaient un statut particulier. Alors Rémi, tu viens de nous dire qu'encore aujourd'hui, ici et maintenant, en 2010, 25 septembre 2010, 21e siècle, 10 ans après 21e siècle, il y a des syndicalistes en France clandestins? Alors, il y a, en tout cas, il y a des politiques clandestins, c'est sûr. Il y a aussi des petites organisations politiques qui utilisent le syndicat. Je parle de syndicats, des syndicats, parce que c'est vrai qu'il y a des mouvements terroristes, on peut dire clandestins. Il n'y a pas de syndicats clandestins. Voilà. Il y a des syndicalistes. Il n'y a pas de syndicalistes clandestins. Alors, par contre, il y a des mouvements politiques, notamment à l'extrême gauche, qui font de l'entrisme dans les organisations syndicales, c'est-à-dire qui tentent de pénétrer les organisations syndicales en prenant des postes de responsabilité syndicale, pour avoir du temps syndical, pour utiliser le temps syndical, c'est-à-dire le temps donné par l'entreprise, par la convention collective, par leur statut. Très intéressant ça, oui. Pour l'utiliser pour des affaires de militantisme politique. Et il y a quand même, c'est une forme de malhonnêteté, de malversation, que de faire croire aux salariés qu'on les défend, alors qu'on mène une opération, une activité, une action politique. Moi, je suis syndicaliste, je défends les droits de tous les salariés, notamment des chemins de fer. Mais que le salarié vote à droite ou à gauche, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme politique. Je suis là pour encourager le syndicat à faire plus d'adhésion. Et surtout, je suis là pour qu'on obtienne satisfaction des revendications qui sont émises par les salariés et par les syndicats. Mais ces individus, leur pensée, c'est quoi? Quand tu dis extrême gauche, c'est quoi? Quel genre d'extrémisme? Alors l'extrême gauche, c'est quoi? C'est la pensée développée par le trotskisme, donc par Léon Trotsky, qui est un petit peu la pensée de la révolution permanente. Léon Trotsky, donc, qui a été, comme vous le savez, éliminé, enfin éjecté du pouvoir par Staline. Léon Trotsky est quand même pas un enfant de cœur, puisque c'est le créateur de l'armée rouge. Et j'avais un collègue qui avait l'habitude de dire, si Léon Trotsky avait gagné, c'est lui qui serait devenu Staline. Mais comme c'est Staline qui a gagné, c'est Staline qui est devenu le dictateur de l'Union soviétique. Alors, on a tendance parfois à présenter Léon Trotsky comme quelqu'un de fort sympathique, un révolutionnaire de gauche très sympathique, mais ça a quand même été le créateur de l'armée rouge et des premiers services secrets du NKVD, l'ancêtre du KGB, qui a été un peu à la genèse du KGB, donc qui est à la naissance, on va dire, du premier outil de répression en Union soviétique. Et donc, Léon Trotsky, comme vous le savez, a été assassiné à Mexico en 1940 par des agents, des agents des services secrets soviétiques envoyés par Staline. Mais la pensée trotskiste, c'est une pensée d'extrême gauche, basée sur ce qu'on a appelé la 4e internationale, qui est à la fois la révolution permanente, le combat à la fois contre le capitalisme, le patronat, pour une remise en cause et une collectivisation complète des moyens de production. Ça a pour base quand même la pensée marxiste, et avec des stratégies qui sont qui peuvent être violentes, enfin en parole. Il se trouve qu'aujourd'hui, les mouvements trotskistes français n'ont strictement renoncé à la violence depuis bien longtemps. Mais le moyen d'existence essentiel pour ces petits partis, pour Lutte ouvrière, pour le Parti ouvrier indépendant, c'est de posséder des places dans les syndicats, parce que lorsque vous êtes syndicaliste,
vous arrivez à négocier un droit syndical qui vous permet d'avoir du temps, qui vous permet d'avoir un petit peu d'argent, un petit peu de moyens de fonctionner, des photocopieurs, pour faire des tirages, pour faire des choses, pour avoir des téléphones, etc. Donc c'est pour ça que ces militants utilisent le syndicalisme pour faire fonctionner le parti politique. C'est-à-dire, tu dis, c'est beau notre chat, n'est-ce pas? Il est très beau le chat, mais je voudrais pas qu'il boive dans mon verre. Il est en train de renifler mon fromage. Il renifle mon fromage. Tu vois? Ah oui, ça, tu m'as de côté, puisqu'on va le manger ensemble. Déjà. Alors, Rémi, c'est-à-dire, tout ce que tu viens de dire d'abord, on peut dire, c'est une sorte d'espionnage. C'est des espions qui entrent dans les... C'est-à-dire, ils ne sont pas fidèles au principe des syndicats, mais ils entrent dedans. Ils utilisent. C'est pas de l'espionnage parce que un syndicat, ça fonctionne démocratiquement et transparent. Vous réunissez les syndiqués, tout le monde est là, il n'y a rien de caché. Les syndicats en France fonctionnent correctement. La démocratie, quand vous êtes syndiqué, bon, il y a 10% de syndiqués en France, mais il se trouve que quand on compare avec la situation d'autres pays européens, les syndicats, comme il n'y a pas d'obligation d'être syndicat en France, obtiennent beaucoup plus de résultats, dans certains cas, que d'autres syndicats dans d'autres pays étrangers. Mais ces politiques, ces militants politiques d'extrême gauche utilisent tout simplement les moyens du syndicat. Mais ce n'est pas vraiment de l'espionnage, c'est l'utilisation très basique, très concret des moyens matériels du syndicat pour faire autre chose que le syndicat. Mais cela concerne, qu'on soit bien d'accord, je rassure nos auditrices et nos auditeurs, cela concerne que quelques dizaines, quelques centaines de personnes sur des milliers et des milliers de syndicalistes qui font leur travail honnêtement, qui défendent honnêtement les salariés de quelque métier qu'ils soient. De toute façon, ces gens-là aussi, les trotskistes ne sont pas des gens malhonnêtes, ils sont un peu extrémistes, voilà. Voilà. C'est-à-dire, ici, extrémistes, c'est-à-dire défendre plus les travailleurs. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Moi, j'estime que... Parce que tu as une expérience de 20 ans chez Force ouvrière. Par exemple, est-ce que jamais vous avez découvert des espions comme ça, des trotskistes? Enfin, on voit Trotsky partout, dans le Parti Socialiste, à droite, à gauche. Oui, mais mais à Force ouvrière, c'est plus simple, parce qu'ils se découvrent, enfin, dans les hautes... dans les fédérations, on sait assez rapidement celui qui est trotskiste et ce qui ne l'est pas. Mais c'est honorable d'être trotskiste comme c'est honorable d'être communiste ou gaulliste, peu importe. Ce qui n'est pas honorable, ce qui est un déshonneur, c'est d'utiliser des moyens pour le syndicat qui sert à tous les salariés de l'utiliser pour son parti politique. Ça, c'est un déshonneur. Mais qu'on soit trotskiste, communiste, gaulliste, UMP, vert... ou je ne sais pas quoi, ou du nouveau centre, ça, c'est pas très important. C'est plutôt quand on capte des moyens du syndicat qui sont faits pour la défense des salariés, c'est ça qui est condamnable. Mais qu'on ait n'importe quelle opinion politique, ça ne me gêne pas. Bon, moi, je mettrai une limite. Je suis un républicain, je suis laïque, donc je considère que mon ennemi, notamment en France, c'est l'extrême droite, qui, elle, n'a pas accepté le fait républicain, qui fait semblant d'accepter les institutions, mais qui de toute manière est essentiellement antiparlementariste, qui est une extrême droite qui s'assume comme telle, c'est-à-dire qui est xénophobe, on est toujours les Français d'abord, les étrangers dehors, etc. Tout ce genre de verbiage qui nous ramène dans les années 30. Donc une grande partie de cette extrême droite qui est une extrême droite antidémocratique, surtout anti-républicaine, alors que les communistes, les mouvements d'extrême gauche ont parfaitement accepté, et les communistes se sont battus et ont participé au Conseil national de la résistance, ont été parmi ceux qui ont créé, avec les radicaux, avec les gaullistes, la sécurité sociale moderne en 1945. Donc il y a quand même un consensus autour de la République, un consensus qui n'est pas partagé par l'extrême droite, qui pense encore au roi de France, qui pense encore à dire, y compris dans certaines écoles privées sous contrat ou non avec l'éducation nationale, qui pense encore à dire dans les cours d'histoire que De Gaulle était un salaud, c'était un traître, et que le maréchal Pétain était en train de redresser la France à travers sa révolution nationale. Donc moi je fais vraiment le parallèle en tant que républicain, je m'oppose foncièrement à l'extrême droite parce que je trouve que c'est d'elle que vient le danger, mais le danger vient aussi de ceux qui sont perméables et qui utilisent les slogans et les mots de l'extrême droite pour faire de l'électoralisme. J'en parlerai pas encore tout à fait parce que c'est exactement les déclarations actuelles
assez récentes de notre président de la République et de certains ministres de la République, des déclarations qui nous font très mal au cœur pour de très nombreux Français. Nous sommes avec Rémi Offray, syndicaliste, alors un écrivain aussi, puisque j'ai lu plusieurs articles de Rémi, et toujours il respecte ce principe humaniste, syndicaliste, et il défend le travailleur. Alors, Rémi, ce soir qu'on est ensemble, bien sûr, on va profiter de notre temps et être éclairé un peu plus concernant tout ce que tu sais. Alors, déjà, est-ce que ces petits mouvements extrémistes, extrême gauche, bien sûr, qui filtrent dans les syndicats, dans les grands syndicats français, en France, on parle de syndicats français, est-ce qu'ils ont des réunions privées ailleurs que le syndicat principal qui sont dedans ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont organisés de l'autre côté ou non? Oui, alors, bien entendu... Il y a une organisation cachette ou non? Non, ce n'est pas une organisation cachée. Maintenant, on sait comment c'est organisé. On sait ce qui se passe. Par exemple, en ce qui concerne les trotskistes dits lambertistes du Parti ouvrier indépendant, ils sont très installés dans des postes de direction à la Confédération Force Ouvrière, à FO, c'est clair, mais ils ont aussi une petite minorité de militants qui travaillent à la CGT. Donc ils sont à la CGT parce que le rêve de ces militants, c'est de réunifier à la fois Force Ouvrière et la CGT, de recréer la vieille CGT d'antan. Il se trouve que ça paraît strictement impossible tant les antagonismes sont forts entre Force Ouvrière aujourd'hui et la CGT, pour différentes raisons. Parce que Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT, qui lui est issu du Parti communiste, mais qui a beaucoup modernisé, qui a modernisé la CGT, entend faire de la CGT une organisation à la fois combative et rénovée, et donc voit d'un très mauvais œil l'arrivée de quelques militants trotskistes. En tout cas, cette toute petite minorité au sein de la CGT n'est vraiment pas en mesure de renverser quoi que ce soit au niveau de Bernard Thibault et de l'état-major de la CGT. Par contre, je le disais, à Force Ouvrière, les militants trotskistes et des gens qui sont compagnons de route du Parti ouvrier indépendant de feu Pierre Lambert, donc du Parti des travailleurs, eh bien, ces militants dirigent certaines fédérations et donc possèdent certains moyens qui permettent de relayer un petit peu la pensée du parti. Mais c'est assez utilitaire. On va dire que ces militants d'extrême gauche sont en fin de compte plutôt... moi, je les considère plutôt comme des petits bourgeois. Ah bon? C'est-à-dire, quand je dis petits bourgeois, c'est-à-dire que c'est assez confortable de parler de la révolution, de parler de la grève générale, mais de ne pas se donner les moyens de travailler sur le fond pour la réaliser. C'est-à-dire beaucoup de verbes, beaucoup de propos, beaucoup de discours, mais quand on les interroge, comment on fait pour négocier avec le patron pour obtenir plus? Est-ce qu'il faut insulter le patron? Est-ce qu'il faut tenter de négocier? Comment faut négocier? Eh bien là, il n'y a plus grand monde. Ou alors, carrément inverse, ils sont capables de négocier des choses, et on l'a vu par exemple sur la route, des choses, il y a quelques années, qui étaient en deçà de ce qu'on pouvait obtenir dans une négociation ordinaire. Donc, ou dans une organisation bien menée, dans une négociation, bien menée. Donc, ils sont capables de faire l'un et l'autre. Et on a déjà vu d'ailleurs des militants d'extrême gauche, ces petits partis d'extrême gauche, assurer le service d'ordre de certains élus de droite. Oh. Oui, c'est déjà arrivé. Il y avait des liens. Alors, c'est une réalité. Lorsque la mairie de Paris n'était pas dirigée par la majorité d'aujourd'hui, il y avait quand même des liens intéressés et intéressants entre certains partis d'extrême gauche et puis, bien entendu, la droite. C'est dans le procès de Jacques Chirac, en plus, on parle de ça. Oui, mais c'est naturel, parce que certains partis d'extrême gauche... Question de chauffeurs, de choses comme ça, garde-corps, non? Oui, et certains partis d'extrême gauche considèrent que le pire pour les ouvriers, c'est le Parti socialiste. C'est-à-dire qu'ils vivent leur existence de parti d'extrême gauche grâce à leur opposition à la droite. Donc, quand la droite est au pouvoir, le parti d'extrême gauche est fort. Et ils considèrent que quand la gauche arrive au gouvernement, ça leur pose un problème de fond. Il est affaibli. Et le grand débat, c'est est-ce qu'un parti d'extrême gauche est capable de mettre
en ordre de marche ses idées au sein d'un gouvernement, est capable de proposer quelques idées, même si on ne peut pas réaliser tout le programme de l'extrême gauche, et fort heureusement sur certains points d'ailleurs, mais quand on dit par exemple à Olivier Besancenot du NPA, est-ce que vous êtes prêt à faire alliance avec le PS pour aller au gouvernement et tout, il vous dira non. Il refuse. C'est-à-dire que ces mouvements d'extrême gauche se complaisent dans la situation de l'opposition. Ils se trouvent encore plus confortables lorsque c'est la droite qui est au pouvoir en France que bien sûr lorsque c'est la gauche. Parce qu'ils considèrent que la gauche de gouvernement, qu'elle soit parti communiste, parti de gauche, parti socialiste ou vert, considère que cette gauche-là trahit toujours la classe ouvrière. Mais eux ne veulent jamais se mettre en position d'être au gouvernement. Même s'ils savent qu'ils ne le seront peut-être jamais, au moins qu'intellectuellement, ils présentent des propositions, un projet de gouvernement, et ils n'ont pas de projet de gouvernement. C'est très intéressant, Rémi, ce que tu viens de dire, puisque la même comparaison, ça peut exister concernant le Front National, extrême droite, et le droite quand il est au pouvoir, ou la gauche. C'est-à-dire, on dit, au moment des socialistes, extrême droite, il avait plus de champ de parole, on peut dire, dans les médias, dans la société française, que quand c'est la droite qui est au pouvoir. Alors oui, mais... parole et manœuvre, voilà. Oui, il y a une petite... moi, je suis un petit peu modéré sur cette question, pas parce que je suis engagé au Parti Socialiste, mais on a longtemps dit que François Mitterrand avait favorisé le Front National pour éviter justement l'arrivée de la droite au pouvoir et conserver que le Parti Socialiste français conserve le pouvoir. C'est plus complexe que ça. D'abord, François Mitterrand était un vrai républicain. Et François Mitterrand a utilisé toutes les personnalités possibles et inimaginables pour lutter contre le Front National. La preuve, il a utilisé à l'époque, en 92-94, Bernard Tapie, en région PACA. Et c'est vrai que c'est Bernard Tapie qui a réussi à contredire Jean-Marie Le Pen dans les débats, notamment pour les élections régionales de cette époque-là. Donc à l'époque, il n'était pas ce qu'il est devenu, Bernard Tapie. C'était un homme populaire, réellement engagé auprès du président de la République, qui, étonnamment, François Mitterrand avait été séduit par le personnage. J'ai été candidat aux élections européennes de 94 sur la liste de Bernard Tapie, qui était la liste radicale de gauche. Toi? Moi. Et j'ai participé donc à cette campagne. C'était une campagne particulièrement intéressante, puisque Bernard Tapie nous réunissait et voulait vraiment être proche des citoyens dans une optique, dans un projet réellement progressiste, en faisant de l'Europe une Europe des citoyens, en nous disant à chaque fois dans les réunions de préparation de la campagne, mais qu'attendent les gens, qu'attendent les citoyens et les citoyennes de l'Europe. Et ça, c'était une démarche assez nouvelle. Au lieu de dire aux Françaises et aux Français, voilà, on a le programme tout fait, voilà, le prêt-à-porter, il est taillé pour vous, on ne vous demande pas votre avis. Bernard Tapie, il avait une autre méthode, c'était de dire, nous sommes des radicaux de gauche, qu'attendent les gens de l'Europe? Et cette époque-là, c'était une époque assez formidable en termes de campagne électorale. Alors peut-être on va commencer de prendre des appels, je n'ai pas encore annoncé, mais j'ai Philippe et Rémi avec nous qui va te poser une question. Allez Philippe, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je me demandais comment ça se fait que pour l'instant, on est toujours avec des banques privées qui produisent donc des euros, alors que la banque française, elle pourrait très bien le faire et ça résoudrait déjà le problème de l'endettement vis-à-vis des banques privées, puisqu'on leur emprunte des sous, donc il faut payer les intérêts sur les sous qu'on leur emprunte, enfin que le gouvernement emprunte. Donc pourquoi ne pas cesser donc de jeter de l'argent dans cette fosse qui ne se remplit pas et qu'enfin un parti décide de prendre les choses en main en fin de compte et de remettre la France dans la bonne direction, parce que moi je suis pour l'Europe, pour l'idée que on associe des gens ensemble. De toute façon, nous sommes censés tous s'entendre si on veut vivre sur cette planète, donc on est censés tous cohabiter, quoi. Donc il faut faire les choses ensemble, mais au niveau de l'argent, arrêtons d'emprunter à des banques privées. Voilà. Alors,
Sur ce, je vais vous laisser parce que je suis sur un portable. Merci Philippe. Merci. Tu vas écouter la réponse de Rémi. Alors, Oui. moi j'aurais envie de répondre. Alors, c'est une bonne question, mais je voudrais plutôt répondre. Je pense qu'on peut poser la question de la gouvernance. La gouvernance des banques. La gouvernance des banques centrales. Il y a environ une douzaine, à peu près 12 ans, j'étais à Clermont-Ferrand et j'ai rencontré 2 fois, j'ai eu cette chance inouïe, mais bon, c'est le hasard de la vie, de rencontrer Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain. Alors une fois, c'était en 85 en Chine, à Xi'an, il était en visite privée, j'ai eu l'occasion de le saluer. Et la deuxième fois, c'était à Clermont-Ferrand, à l'université de Clermont-Ferrand. Et Henry Kissinger a tenu ce langage. Il a dit à l'Assemblée, il y avait beaucoup d'étudiants, des universitaires, mais aussi des citoyens, des politiques et des syndicalistes comme moi. Il a dit, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. En Europe, vous avez créé une banque centrale européenne complètement indépendante du pouvoir politique. On a créé une banque centrale européenne complètement indépendante du pouvoir politique. Si on avait imaginé que la réserve fédérale américaine soit indépendante du président américain. C'est impensable. C'est impensable. C'est-à-dire que le problème qui se pose, un problème de fond au niveau européen, y compris dans la solution de la crise financière, c'est que l'Europe a été créée à partir du traité de Rome de 1957. Je ne remonte pas au traité CK de 1954, mais l'Europe a été basée sur la concurrence libre et non faussée, sur le marché libre, et dans ce cadre-là, on a créé une banque centrale complètement indépendante du pouvoir politique. C'est un incroyable abandon de souveraineté, c'est un déni de contrôle démocratique en permanence. Et même les pays les plus libéraux, comme les États-Unis, ne peuvent pas concevoir que la réserve fédérale américaine n'ait pas un lien relativement ténu entre le premier pouvoir politique, qui est le président des États-Unis, et leur banque centrale américaine. Eh bien, en Europe, on a été capable d'être encore plus libéraux que les Américains, ce qui est incroyable. Et comme cette banque centrale a l'objectif de la concurrence libre et non faussée, du marché intérieur, sa seule obsession, c'est la monnaie, c'est la force de la monnaie, c'est la lutte contre l'inflation. Or, dans n'importe quelle économie, un tout petit peu d'inflation, c'est l'huile qui permet d'irriguer le moteur et de faire fonctionner les pistons. Mais cette obsession sur la force de la monnaie, sur la lutte contre l'inflation, nous a coûté des centaines de milliers de chômeurs en Europe. Et parce qu'il n'y a pas de possibilité aujourd'hui encore de contrôle politique sur la Banque Centrale Européenne, qui est la gardienne d'un dogme financier très dur, eh bien nous en subissons chaque jour les conséquences. Mais je crois qu'il voulait poser aussi, surtout la question, alors que les États empruntent, bien entendu les États empruntent, mais ce qui est scandaleux, c'est surtout que la politique monétaire n'est plus dans les mains la politique monétaire européenne n'est pas du tout dans les mains des dirigeants politiques de l'Europe. Nous sommes avec un syndicaliste ce soir, mes chers amis. David Abbassi avec vous, comme d'habitude, sur 95 FM. 7 syndicalistes et mon ami Rémi Offray, qui peut nous enrichir, n'est-ce pas, sur beaucoup de questions qui se posent actuellement, surtout dans le milieu de travailleurs en France, questions de retraite et beaucoup d'autres choses. Vous nous écoutez sur 95.2 FM, mais bien sûr sur l'Internet, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, ici et maintenant pour l'info, et bien sûr sur Facebook, sur la page de David Abbassi, nous sommes présents en live. Restez avec nous, mes chers amis, et bien sûr, tout à l'heure, on va commencer à faire participer nos auditeurs, si vous avez des questions, bien sûr, mon invité, ça sera avec plaisir. Hein. Ici et maintenant, 24 heures sur 24. Sur internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabbassi.com. Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24. Sur internet, ici et maintenant.com.
Voilà, mes chers amis, vous écoutez Radio ici maintenant sur 95.2 FM. Nous sommes avec Rémi Offray, syndicaliste ce soir. Et on a commencé à parler sur beaucoup de sujets très intéressants. On en a appris des choses. Mais si vous voulez bien, on va entrer dans le domaine de grève d'aujourd'hui, des problèmes de travailleurs. Surtout, Rémi, tu nous as précisé comme quoi certaines positions de gouvernement de Nicolas Sarkozy, ça ne convient pas avec les pensées que tu as, avec la gauche, soi-disant. Mais avant d'entrer dans ce débat, est-ce que actuellement, puisqu'on a parlé de filtration des extrêmes gauches dans le mouvement social des syndicats, est-ce qu'il y a des gens de droite aussi qui essayent de filtrer dedans et faire des choses ou non? Effectivement, bon, il est maintenant de notoriété publique. Ça a été vérifié d'ailleurs en plusieurs fédérations ou syndicats de la CFTC, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui d'ailleurs a fait un travail de nettoyage. Désolé, mais il faut bien utiliser ce mot-là, où il y avait des partisans d'extrême droite, du Front National ou de certains groupuscules d'extrême droite proches du Front National qui ont infiltré des syndicats pour véhiculer leurs idées, notamment des syndicats, essentiellement des syndicats de la CFTC, des syndicats de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Mais il est clair que au niveau de la Confédération française des travailleurs chrétiens, il n'y a pas de gens qui se revendiquent en tant que tels d'extrême droite, et ces dirigeants sont tout à fait honorables. Il n'y a pas de problème avec le niveau confédéral. Par contre, il y a eu des pénétrations d'extrême droite sur certains syndicats CFTC, c'est une réalité. Et certains syndicats également qui travaillent dans la sécurité, les métiers de sécurité liés aux vigiles, dans certains cas à la police nationale ou police municipale. Certains syndicats, pas seulement CFTC d'ailleurs, qui ont été un petit peu des syndicats CGC, la Confédération des cadres, qui ont été aussi pénétrés par des partisans du Front National et des groupuscules qui gravitent autour du Front National. Donc effectivement, l'extrême droite opère aussi de cette façon-là, mais l'extrême droite est moins puissante dans le mouvement syndical parce que le mouvement syndical, tout simplement, ses principes, ce sont des principes de progrès. Voire pour certains militants syndicalistes révolutionnaires, mais ce sont des principes vraiment progressistes destinés à obtenir plus de salaire, plus de droits sociaux, la possibilité de travailler moins pour gagner plus, à partir du moment où les richesses augmentent. Donc c'est plutôt une optique socialement très progressiste, les syndicats. Bon, il est vrai aussi qu'il y a des partisans d'extrême droite qui sont favorables à cela, bien entendu, mais en tout cas cette fonction progressiste limite un petit peu la pénétration de l'extrême droite dans le mouvement syndical français. Mais en tout cas, qu'on soit bien d'accord, globalement, l'extrême gauche est bien plus présente, l'extrême droite bien moins, mais de facto, les extrêmes ont tendance à refluer dans le mouvement syndical français